Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'urgence, des urgences. Méfiez-vous des urgences, méfiez-vous, j'allais dire, des urgentistes, c'est-à-dire de ceux qui pointent du doigt les urgences et vous demandent ou proposent leurs services pour les résoudre pour vous, souvent prenant des mesures extrêmes qui vont à l'encontre de notre éthique ou de nos rituels démocratiques. La pandémie étant l'exemple le plus édifiant de ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au nom de l'urgence virale, on a fait sauter les derniers bastions de l'état de droit. Voilà. Avec le pass sanitaire, le pass vaccinal, on s'est assis sur le code de Nuremberg, qui a quand même été fait après la Seconde Guerre mondiale, et pas pour faire plaisir à des juristes à Potsdam ou je ne sais où, c'était pour tirer les conclusions du nazisme, s'il vous plaît, rien que ça. Nous avons dépensé un fric fou, le fameux quoi qu'il en coûte. Le fameux quoi qu'il en coûte, l'énorme bêtise prononcée et assumée par Monsieur le maire et son patron Macron n'a été possible, n'a été commise que parce qu'on nous a dit c'est l'urgence. Donc on nous a dit fermez vos gueules et surtout débranchez votre cerveau. Notre cerveau est très vulnérable. C'est une machine qui se fait hacker facilement. Et notamment, quand on nous parle d'urgence, nous avons une tendance à mettre en congé, à donner congé à notre bon sens, à notre méfiance, à nos réticences, et on se met dans un mode de pilote automatique, comme dans un avion, où on obéit au leader. Bah, ça doit être inscrit dans nos gènes, dans notre passé commun de l'humanité. En période de crise, nous recherchons le leader, le guide, parce qu'en général, ça permet de s'en sortir. Et les gens qui vous disent attention, c'est l'urgence, ils savent très bien comment nous fonctionnons, notre vulnérabilité, ils nous mettent en mode pilote automatique. Donc là, on gobe tout. C'est l'urgence climatique aussi, c'est-à-dire que nous nous en remettons à un enfant, Greta, qui n'a aucune réalisation à son compte. Aucune. Elle n'a rien fait de sa vie. C'est normal, c'est un enfant, c'est pas une critique. Eh bien, nous suivons, nous, le G7, s'il vous plaît, le G20, l'ONU, s'il vous plaît, suit Greta au nom de l'urgence. Parce que si c'était pas urgent le climat, Greta serait en train d'étudier les mathématiques et l'anglais au collège. C'est là. Elle appartient à ça. À cet âge-là, on est au collège. On ne dicte pas des solutions à des urgences. Toutes les sectes, toutes les religions ont prospéré sur l'urgence. Demain, c'est l'apocalypse. Toutes les sectes millénaristes qui vous disent à minuit, il y aura des extraterrestres qui vont venir vous chercher en soucoupe volante, bah, ça, c'est une urgence. À minuit, tu vas mourir. Donc, obéis-moi. Donne-moi ta maison, divorce de ta femme, prends l'argent qu'il y a sur le compte commun avec ta femme et tu me le donnes. Tu oublies tes enfants. D'ailleurs, au passage, couche avec moi le gourou de la secte, parce que c'est l'urgence, c'est la fin du monde. Ça fonctionne comme ça. Toutes les grandes religions, même les plus respectables, qui ont pignon sur rue, ont joué de ça, de ces peurs-là, de l'urgence. Et qu'est-ce que c'est que la promesse religieuse? C'est on te dit, la mort est certaine, et c'est vrai. Et la mort peut se produire à n'importe quel moment. Quoi qu'on en dise M. Bill Gates et l'OMS. La mort peut être demain. Même les vaccinés meurent, hein, pour info, même ceux qui ont toutes leurs doses peuvent mourir d'accident de la route, par exemple. Par exemple. Et donc, comme la mort est une certitude, comme elle est une urgence, parce qu'elle peut survenir maintenant, demain, eh bien, obéis-moi et suis mon code moral, la Bible, tout ça. Je ne critique pas les religions, elles sont ultra nécessaires et bénéfiques. Mais bon, ça fonctionne comme ça. Là, on a l'urgence maintenant de l'Ukraine et l'Europe te dit, bah écoute, comme elle nous l'a fait pour la pandémie, elle a pris des pouvoirs qui ne sont pas dans les traités. L'Europe maintenant gère la santé, c'est pas dans les traités. Mais on s'est assis sur les traités parce que c'est urgent, l'urgence de la pandémie. Là, c'est l'urgence de l'Ukraine. L'Europe te dit, je vais distribuer les réfugiés ukrainiens. Pour le coup, c'est des vrais réfugiés, ceux-là. Hein, c'est pas les réfugiés de Madame Merkel ou les réfugiés des ONG de Lampedusa et de Ceuta et de Malaga. Hein, c'est des vrais réfugiés. Bon, c'est un autre sujet, ça. Donc ces réfugiés-là, on te dit d'office, sans consulter le Parlement français, ni même M. Macron ou M. Sanchez d'Espagne, on te dit, voilà le barème, on va en envoyer 10 000 au Portugal, 100 000 en France. Ça, c'est illégal. Il y a encore une souveraineté des pays, il y a encore un pouvoir exécutif, c'est pas à l'Union européenne de dire qui reçoit quoi. Mais comme c'est urgent, urgent, ben, on te dit. Donc demain, là, c'est les Ukrainiens. On a envie de les aider, ils sont mignons.
Mais demain, ce sera 1 million de Pakistanais ou 1 million d'Afghans, parce que déjà les talibans, ils sont en train d'affamer la population. Ils ne sont pas très doués pour le management. Ce n'est pas leur avantage compétitif. Donc là, déjà, tu as une famine en Afghanistan. Demain, tu auras 1 million d'Afghans, aidés par l'empire l'empire du bien. Ils vont arriver et ben, on te dira, bah, jurisprudence ukrainienne de 2022, de février 2022, la France va prendre 100 000. Et on te dira même la Corrèze, la Creuse vont en prendre 50 000 parce que Paris est saturé. Voilà. Tout ça au nom de l'urgence, c'est-à-dire on te met à poil de ta souveraineté, on te met à poil de ton argent parce que chaque mineur isolé coûte 50 000 euros par an. Et c'est pas Monsieur Soros qui paye ou le gouvernement afghan, c'est toi qui payes, cher ami. Voilà, donc tu as l'Allemagne qui réarme, mais attendez, l'Allemagne qui réarme, c'est un événement majeur. Et de quel droit elle réarme? Sachez que la paix en Europe, a été obtenue non pas par Bruxelles ou par les gens au ventre mou de la Commission européenne. La paix en Europe a été obtenue par 3 facteurs. La guerre Est-Ouest, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire. Pour ceux qui ont fait encore un lycée, moi j'ai eu le plaisir de faire un lycée, un vrai lycée, des vraies études, un vrai bac. J'ai passé un vrai bac, pas le bac de maintenant qui est donné comme un QR code. À l'époque, on nous enseignait que le mur de Berlin, le rideau de fer, passait par l'Europe, ce qui a stabilisé l'Europe. L'Europe était un no man's land, si vous voulez, une zone démilitarisée ou entourée de missiles nucléaires. Donc ça a donné la paix en Europe. Enfin, il y a eu quand même la guerre en Yougoslavie, mais bon, c'était autre chose. C'est juste après la fin de la guerre froide. Donc c'est la guerre froide, le rideau de fer. Deuxième facteur de paix en Europe, la présence de l'OTAN. Je vous signale que l'Europe est une terre occupée, à part la France. Il y a 20 000 soldats US en Allemagne. Ça s'appelle une occupation. Il y a une douzaine allez, 10 000, 12 000 en Italie, dans la base notamment de Sigonella. Ça aussi, c'est une occupation. Il y a 5000 soldats américains, l'OTAN, en Espagne, à Rota, au sud, base aéronavale, et pas loin de Madrid, base militaire, base aérienne. Il y a des soldats américains, évidemment, si ma mémoire est bonne, mais je peux être contredit, si ma mémoire est bonne, je crois qu'ils sont aussi en Norvège et en Pologne. Je crois, il faut à vérifier. Mais Espagne, Italie, Allemagne, c'est l'occupation. Voilà, donc c'est ça la paix en Europe. C'est pas Madame Merkel ou Madame Van Leyen ou les excités du Parlement européen voilà, qui brassent du vent. Et troisième facteur de la paix en Europe, c'est là où je voulais en venir, c'est le désarmement de l'Allemagne et la division de l'Allemagne. C'est-à-dire que la paix de 1945 a organisé l'impuissance allemande. On a divisé l'allemand, RFA, RDA. C'est-à-dire on a ramené les Allemands au XVIIe, XVIIIe siècle quand ils étaient éclatés. Une des menaces à la sécurité de l'Europe, depuis toujours, c'est la réunification allemande. Le Saint-Empire germanique, voilà. Et pour ça que Mitterrand a tiqué quand on lui a dit qu'on allait réunifier l'Allemagne, il a eu raison, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les autres Européens. Une Allemagne réunifiée est très dangereuse. Donc, une Allemagne réunifiée et armée. Là, elle s'est réunifiée. Bon, c'est difficile de toute façon d'être contre la réunification d'Allemagne, je l'admets. Mais bon, d'un point de vue des intérêts de l'Europe, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et une Allemagne réarmée, c'est alerte rouge normalement. Parce que on revient en 1870, la Prusse, Bismarck, voilà. Mais comme nous sommes dans l'urgence, on nous interdit de réfléchir. On te dit, mais ferme ta gueule, les Russes attaquent l'Ukraine. Mais attendez, moi je ne suis pas russe, je ne suis pas ukrainien. D'accord? Je suis français. Je suis franco-marocain, si vous voulez. Donc mes intérêts nationaux et ma vocation, ce n'est pas de gérer la frontière, le Donbass. Hein. Ce qu'il faut gérer, c'est notre sécurité. Notre sécurité avec une Allemagne réunifiée et armée, elle est en danger. Alors je ne dis pas qu'il faut envahir l'Allemagne demain, occuper la Ruhr, comme l'a fait Clémenceau, ou non, je dis attention, je dis ça se discute. Au moins ça se discute cette décision-là. Parce que là, c'est comme, tu sais, tu donnes le petit doigt, ils te prennent la main. Demain, si Macron est réélu, ben, il te dira, bah, écoute, profitons du fait que l'Allemagne se soit désinhibée, que l'Allemagne a joué la souveraineté européenne, la défense européenne, parce qu'ils vont vouloir... Ce sont des escrocs, ces gens-là. Ils vont vous enjoliver tout ça. Ils vont dire, oui, maintenant que l'Europe est en responsabilité, il va te dire, voilà ce que va te dire Macron, première année de son nouveau mandat. Si par malheur, il est réélu, ou s'il vole les élections, ce qui correspond à peu près au même. Il va te dire, en toute responsabilité, virgule, j'ai décidé d'être à la hauteur
de l'engagement de mon collègue, le chancelier Scholz, qui a réarmé l'Allemagne, qui va dépenser beaucoup d'argent pour réarmer l'Allemagne, sachant que l'argent de l'Allemagne, il est fait sur le dos des Français, parce que l'excédent commercial de l'Allemagne, il est à plusieurs pourcents, je ne sais pas, 10%, 20%, financé par notre déficit commercial. Parce que eux, ils ont un excédent avec la Chine, pas nous, parce que nous, on nous a 1000 euros, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, je serai à la hauteur, la France se doit d'être à la hauteur de l'effort de réarmement de l'Allemagne euh, en faveur de la souveraineté européenne, de la défense commune, et je vais donc fusionner le commandement de l'armée française. Il y a déjà une brigade franco-allemande militaire depuis 30 ans. Je vais fusionner notre état-major et je vais donner notre force nucléaire. On va partager le bouton nucléaire avec l'Allemagne. Ces gens-là sont capables de le faire, hein. Ils sont capables de le faire. Ils ne sont pas fous, ils ont un agenda. Bon, ils sont un peu fous, mais ils ont un agenda. Et leur agenda, il avance par à-coup, par urgence. Voilà. C'est pas de la science-fiction, hein. Qui aurait dit il y a juste 2 ans que l'Europe allait s'occuper de la santé? Qui aurait dit il y a juste 2 ans que l'Europe allait répartir les immigrés sans vous demander votre avis? Qui a dit il y a juste 2 ans que l'Ukraine allait s'autoproclamer candidat à l'Union européenne et peut-être dans un mois elle sera membre de l'Union européenne? Normalement, il y a la Turquie, ça fait 20 ans qu'elle veut rentrer. L'Espagne, le Portugal, ils ont dû montrer patte blanche, hein. Ils ont mis 5 ans, 6 ans à rentrer en Europe en 86 parce qu'ils ont dit démontrer qu'ils étaient des gens propres, c'est-à-dire pas corrompus, les droits de l'homme, ils ont mis à niveau leur économie, c'était pas facile pour le... Là, on va mettre l'Ukraine dans l'Europe comme on donne une vignette automobile, tu sais, comme on achète je sais pas moi, une musique sur iPhone, sur iStore. Donc demain, l'Ukraine, après-demain, ça va être l'Albanie. L'Albanie, ce sont des vrais Européens, comme dit mon ami Pierre-Yves Rougeron, ce sont des vrais Européens. Si l'Ukraine rentre, pourquoi pas l'Albanie? Donc là, welcome. Welcome to hell, bienvenue en enfer. Donc voilà tout voilà le problème des urgences. Et je conclurai en rendant hommage à un ami pilote, dont je ne citerai pas le nom, parce que lui, il travaille dans une boîte du CAC 40 et on peut pas... On peut pas, voilà. Et aujourd'hui, tu perds ton boulot pas parce que tu es incompétent, mais parce que tu penses mal. Et il m'a dit, tu sais, nous, on nous apprend à Toulouse, là, à l'école d'aviation, on nous apprend à nous méfier des urgences, parce que nous sommes sans cesse soumis à l'influence, aux tentatives de manipulation, au nom de l'urgence. L'aéroport te demande de déguerpir le plus vite pour libérer le tarmac, tu vois, le parking et le tarmac. Ta compagnie te met sous stress permanent, l'urgence pour aller vite, pour ne pas dépenser le kérosène. Merci Greta, merci Greta. Donc on te dit il faut économiser le kérosène, donc tu fais des raccourcis, tu décolles le plus vite, la compagnie ne te demande pas de faire des raccourcis, on te met en position, en stress, pour pour bâcler les checklists, pour demander à l'ordre de contrôle, au contrôle aérien des raccourcis, pour décarboner l'urgence climatique. Puis il y a une urgence même de managériale, qui te demande d'arriver le plus vite possible, de ne pas avoir de retard. Donc ce qui fait que ces urgences-là mettent en danger la sécurité du vol. Donc on leur demande, aux pilotes, on leur enseigne de reconnaître les vraies urgences qu'il faut traiter évidemment, et d'écarter les fausses urgences, qui sont les urgences des autres, de la compagnie, de la tour de contrôle, de je ne sais quoi. Donc inspirons-nous de cet exemple-là de l'aviation. Un pilote est souverain. Un pilote est souverain. C'est le patron à bord. Il est souverain. Et donc, s'il est souverain, c'est lui qui prend la décision et il n'est pas soumis aux urgences. Enfin, il n'est pas, vous m'avez compris. Nous, il faut que nous retrouvions notre souveraineté individuelle. Avant de réfléchir comme souveraineté populaire, nous n'en sommes pas là. Déjà, individuellement, nous ne nous laissons pas manipuler. Et nous sommes des gens qui sont hackables. Parce qu'il n'y a pas que l'urgence, il y a aussi la séduction. Séduction. La séduction, on te dit, voilà, je sais pas, on te met une belle nana à la télé qui va te dire, confinez-vous. Nous sommes soumis, il y a aussi la séduction par la moraline. On te dit, ah, le petit bébé Ilan est mort dans la mer, je sais pas quoi, de mer Égée, donc 1 million de réfugiés syriens. Nous sommes vulnérables. On te dit, enfin, vous avez compris. Nous sommes des êtres vulnérables et donc notre souveraineté, elle est d'abord théorique. Nous ne sommes jamais souverains. Nous sommes toujours sous influence. Même quand on ne le sait pas, on est toujours sous influence. Mais déjà, si la souveraineté est un idéal, mais pour marcher vers cet idéal-là, il faut récupérer notre souveraineté psychique.
Ça, c'est un vrai sujet de débat. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. À demain.